Alors, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à notre événement Future of Health. Je suis Pierre Boulier et je suis absolument ravi de vous accueillir. Je suis responsable des activités santé de Faber Novel. Alors, pour ceux qui nous découvrent, Faber Novel, c'est quoi? Alors, Faber Novel, on est un groupe indépendant et international. Et j'en profite pour saluer quelques participants de chez nous qui se connectent depuis Lisbonne. Je leur fais un petit coucou. Qu'est-ce qu'on fait chez Faber Novel? On accompagne nos clients dans la création de services et de solutions numériques et de conseils en innovation depuis 2003. Et on le fait grâce à 4 expertises: le design, les nouvelles cultures, la technologie et le marketing. Et alors, parmi ces clients qu'on a la chance d'accompagner, il y a évidemment des acteurs de la santé, des laboratoires pharmaceutiques, des institutions, des groupements cliniques. Et avec eux, on répond à 3 problématiques principales. La première, c'est l'identification de nouvelles opportunités. Et donc, on s'immerge dans le quotidien des patients, de leurs proches, des professionnels de santé pour comprendre un peu les points de friction et surtout tenter de trouver des solutions. La seconde problématique, c'est l'engagement. On accompagne les directions et les organisations de ces entreprises de santé à répondre à ces points de friction et surtout à le faire en collaborant avec les différents acteurs de leur écosystème. Et vous verrez, c'est un point important de cet événement aujourd'hui. Et enfin, nous réalisons des solutions technologiques, que ce soit des applications métiers, des medical devices, justement pour faciliter le parcours de santé de tous les acteurs que j'ai mentionnés. Donc, autant de problématiques dont on serait ravi de vous parler. N'hésitez pas à nous écrire si ça vous intéresse. Et donc, j'en profite pour à nouveau vous souhaiter la bienvenue. Lors de nos échanges qui vont suivre, vous avez accès à un petit module questions-réponses qui se situe normalement en bas de votre écran, justement pour poser toutes vos questions, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous propose de commencer et je vais commencer de cette façon. Doctolib, Care, Qualio, WeSing, c'est autant de fournisseurs de solutions de santé dont vous avez forcément entendu parler et qui ont radicalement impacté et changé la manière dont on se soigne en positif. Et pourtant, aujourd'hui, il est légitime de se poser la question de la multiplication et de l'émergence de toutes ces solutions de santé et leur promesse qui est souvent très ambitieuse. Plus que jamais, ces solutions, elles permettent de répondre à des nouveaux enjeux des patients et des professionnels de santé. Et le constat est plutôt positif. Il est suivant. Il y a quelques années, il nous paraissait peut-être anormal d'avoir des expériences d'achat du quotidien ou des interactions digitales au quotidien sur Amazon, Uber par exemple, qui soient si transparentes, si fluides, si simples par rapport aux interactions qu'on a dans nos parcours de santé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce retard, ou du moins ce décalage, il est en train de s'amenuiser. Et selon nous, s'intéresser à ces solutions de santé, c'est avant tout aussi s'intéresser à leur conception, la manière dont on les conçoit. Je disais ce matin qu'on a plus de 1700 startups en health tech en France, ce qui fait de nous le deuxième écosystème le plus dynamique d'Europe en la matière. Et l'enjeu, selon nous, il devient un peu celui de l'échelle et de la réalité de ces solutions dans nos systèmes de santé. L'enjeu de l'échelle, c'est finalement de se dire que si ces solutions technologiques ou non, ces solutions de e-santé, de medtech se multiplient, ce qui est important, c'est à quel point celles-ci sont réelles d'un point de vue opérationnel dans nos systèmes de santé. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que cette réalité, elle est parfois timide. Alors pourquoi ? Parce que on a parfois des problèmes de compatibilité technologique avec le système de santé, parfois des problèmes de compatibilité réglementaire ou simplement un manque d'adoption des différents patients et des professionnels de santé. Et pour affronter ces défis, de nouvelles méthodes de collaboration et finalement mouvements émergent. Au hasard, l'un d'entre eux, la plateforme d'innovation Hôtel-Dieu, semi au hasard, vous allez le voir. Et donc, ces nouveaux systèmes, ces nouveaux dispositifs de collaboration, ils posent quant à eux plusieurs questions qu'on souhaite aujourd'hui vous proposer, des questions autour de cette simplicité d'utilisation, de cette transparence, de cette confiance envers les services, de ces nouveaux standards. Est-ce que ces standards, encore aujourd'hui, sont-ils vraiment nouveaux? Est-ce qu'ils suffisent? Est-ce qu'il y a des nouveaux facteurs clés de succès? Quel modèle de collaboration on va pouvoir imaginer demain entre les acteurs publics, les acteurs privés? Et surtout, comment on va impliquer peut-être davantage les professionnels de santé, les patients, leurs proches, dans la conception de ces solutions. Alors, pour tenter de répondre à toutes ces questions et toutes ces problématiques, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Nicolas Castoldi. Nicolas, vous êtes directeur délégué auprès du directeur général de l'AP-HP et vous êtes le directeur exécutif de cette plateforme d'innovation Hôtel-Dieu
que je viens de mentionner. On est ravis de vous avoir avec nous, Nicolas. On a également parmi nous ce matin Guillaume Laguet. Guillaume, vous êtes Chief Marketing Officer de Lifen. Alors Lifen, c'est une plateforme leader en e-santé qui vise justement à faciliter la collaboration entre les acteurs du parcours de soins. Vous annonciez la semaine dernière une levée de 50 millions d'euros pour accroître votre développement. Guillaume, félicitations et bienvenue. Et puis enfin, Marion Cassio. Marion, on est ravi de vous avoir. Vous dirigez le développement des partenariats stratégiques d'Implicity. Et Implicity, c'est l'un des leaders des solutions intelligentes de suivi de patients et notamment en cardiologie. Et vous nous en direz plus dans quelques instants. Merci beaucoup, Marion, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose à tous les trois un petit mot peut-être pour commencer. Un mot peut-être, Guillaume, pour commencer, pour nous présenter un peu l'IFEN. Qu'est-ce que l'IFEN? C'est quoi votre ambition? Ça a déjà été très bien résumé, mais l'ambition, c'est de permettre un accès uniformisé à la data pour l'ensemble des parties prenantes d'un parcours de soins. Et donc, on a les établissements de santé, les assurances, les innovations et la médecine libérale. Il y a très, très nombreux acteurs qui aujourd'hui ont un accès soit morcelé, soit n'ont carrément pas d'accès à la donnée. Et donc, l'ambition, c'est de pouvoir permettre justement que l'ensemble de l'écosystème puisse soigner comme une seule et même entité. Et on a commencé à le faire en digitalisant les comptes rendus médicaux. Donc, aujourd'hui, on gère 2 millions de comptes rendus médicaux chaque mois. On a 600 établissements clients en France. Ce qui fait qu'on a une base solide justement pour aller permettre aux innovations de e-santé d'aller accéder à ce panel d'établissements et faciliter l'accès à leurs données. Hyper clair, merci beaucoup Guillaume. Marion, peut-être en quelques mots sur Implicity. C'est quoi Implicity? Pareil, c'est quoi l'ambition? Alors, Implicity, c'est une société de medtech digital qui a été créée en 2016 par le Dr Arnaud Rosier, qui est cardiologue et qui a aussi un PhD en intelligence artificielle. On a voulu répondre à un vrai problème chez les cardiologues qui s'occupent des problèmes d'électricité dans le cœur, les problèmes de rythme. Qui galèrent en fait à avoir accès aux données des prothèses cardiaques qui soignent ces problèmes de rythme. Et donc, on a développé dans un premier temps une plateforme de télésurveillance de ces prothèses cardiaques connectées pour unifier l'accès et harmoniser l'ensemble de ces données. Et puis ensuite, on a voulu s'attaquer à des développements d'outils de médecine prédictive sur la base de ces données. Et on a notamment un projet avec le Health Data Hub de développement d'outils de prédiction des crises d'insuffisance cardiaque. Et l'actu du moment, justement, au sujet de cette collaboration avec le Health Data Hub, c'est que fin octobre, on a été le premier industriel à avoir accès à l'espace projet du Health Data Hub. Il faut savoir qu'on a été lauréat de l'appel à projet du Health Data Hub en avril 2019. En mai 2020, on a eu l'accord de la CNIL. Et enfin, donc en octobre 2021, on accède à l'espace projet pour pouvoir... Alors, on avait commencé à travailler évidemment avec l'assurance maladie et avec le Health Data Hub. Et tout ça pour vous dire que ça prend du temps, mais on est ravis d'être le bêta-testeur de ce magnifique projet qu'est le Health Data Hub. Et on espère pouvoir ainsi développer la médecine prédictive en France grâce aux données de l'assurance maladie notamment. Merci beaucoup Marion, c'est hyper impressionnant. Et Nicolas, peut-être quelques mots aussi sur la plateforme d'innovation Hôtel-Dieu. Oui, un petit mot sur, on va dire, la dynamique globale en matière d'innovation à la PHP. Aujourd'hui, on est en train d'essayer collectivement de prendre un virage ou d'accélérer le rythme dans notre manière de travailler avec les startups et avec les entreprises, et on en reparlera. Ça se traduit au fond par deux grandes manières de travailler. La première, c'est d'essayer de construire à l'échelle de l'ensemble de la PHP à la fois un point d'entrée numérique pour les startups qui souhaitent travailler, collaborer avec la PHP, et aussi avec les
soignants qui ont des projets et qui souhaitent pouvoir les réaliser. Et ce point d'entrée-là ou cette offre-là, ça s'appelle le Hub Innovation et c'est notre porte d'entrée numérique. Et puis, on travaille à essayer de faire émerger à l'Hôtel-Dieu à la fois un lieu, une plateforme, un incubateur qui permettent de réunir autour des projets, autour de l'innovation, à la fois évidemment les soignants, la recherche et puis les startups. Et un tout petit mot pour finir, parce qu'on reparlera de tout ça. Quand on fait ça, on ne fait pas autre chose que ce pourquoi ont été créés il y a un certain temps de cela maintenant, les centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire qu'un CHU, c'est à la fois un hôpital, c'est évidemment un espace universitaire, un espace académique, donc c'est des soins, de la recherche, et puis c'est aujourd'hui une capacité réelle à essayer de travailler avec tous ceux qui essaient de construire des choses différentes qu'on peut ensuite déployer dans les hôpitaux au bénéfice évidemment des patients. Donc, cette vision d'ensemble-là, c'est cet effort-là qu'on conduit notamment en l'ancrant à l'Hôtel-Dieu, avec un projet qui a maintenant commence à bien avancer et qui se traduit notamment par l'ouverture de l'incubateur Biolabs dans les locaux de l'hôpital. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les trois pour ces introductions très claires. Et je vous propose de commencer justement avec une première question. Alors peut-être, Guillaume, Marion, une première question pour vous. C'est quoi la dernière solution de santé qui vous a marqué? C'était quoi un peu la sauce secrète, selon vous, ces dernières années pour concevoir des solutions qui sont massivement adoptées par les professionnels de santé et les patients? Et puis alors, question dans la question, chez l'IFEN, chez Implicity, c'est quoi le sujet, la caractéristique sur laquelle vous ne dérogez jamais, sur laquelle vous êtes intraitable? Je ne sais pas qui souhaite commencer, Guillaume, peut-être? Yes, avec plaisir. Oui, la liste pourrait être longue, hein. Les solutions qui m'ont marqué, il y a clairement un foisonnement de l'innovation en ce moment. Forcément, on regarde pas mal côté US parce que côté digitalisation de la santé, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire sur un système de soins, il y a quand même des avancées assez phénoménales. Il y a une solution en particulier qui s'appelle Innovacer qui m'a frappé parce que justement, on parlait des ambitions de l'IFEN, de pouvoir harmoniser la donnée, pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs du parcours de soins sur un dataset commun. C'est une entreprise, donc Innovacer, qui fonctionne un petit peu sur la même ambition, avec d'un point de vue technologique une approche un petit peu différente. Mais notamment, ce qui m'a marqué, c'est que eux, ils sont 1100 personnes. Voilà, donc c'est la question surtout du scale en fait. Aujourd'hui chez l'IFEN, on est 160 et on a beau faire plein de bonnes choses pour nos clients, les hôpitaux, pour les applications qui sont connectées sur notre plateforme. Ça m'a marqué parce que les efforts en fait dont le système de soins a besoin, ils sont à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait des entreprises de centaines, voire de milliers de personnes qui se créent pour que on puisse enfin faire bouger la digitalisation du système de soins et apporter donc derrière l'innovation dont les établissements ont besoin, que ce soit facile, etc. Et donc il y a un besoin d'énergie colossal. Je pense qu'on a commencé à le voir avec les financements de plus en plus gros en e-santé ces derniers mois. C'est une tendance, je pense, qui ne va pas s'arrêter de sitôt. Mais en tout cas, il y a un décalage d'échelle en fait sur ce qu'on est capable aujourd'hui de faire en France et ce qui est fait là-bas. Et il y a un deuxième point, c'est que justement, on en parlait un petit peu avec Marion juste avant, c'est que il y a aussi des aspects légaux en fait qui permettent de développer cette innovation. Et notamment, je pense au USCDI. Donc, le USCDI aux États-Unis, c'est une loi qui comporte plein d'aspects, mais notamment l'un des plus importants, c'est d'obliger les acteurs de la santé digitale à partager une partie de leurs données de manière facilitée. Et donc, dans le texte de loi, c'est on a besoin d'un effort minimal pour accéder aux données clés d'un patient. Et ça, c'est aujourd'hui c'est en tout cas quelque chose qu'on devrait suivre de près parce que
c'est un des pans, je pense, qui est le plus important pour le système de soins, c'est que tous les acteurs puissent justement, avec un effort minimal, avoir accès à une donnée primaire euh, pour faire en sorte que leur technologie fonctionne. Donc, de la préadmission qui a besoin de se connecter à la gamme des établissements, Implicity, comme on l'a dit, qui a besoin de se connecter au pacemaker connecté, etc., etc. Euh, et, euh, et donc, ouais, ce USCDI, aujourd'hui, il n'a pas d'équivalent ni en France ni en Europe. C'est quelque chose qu'il faudra suivre de près. Et après, sur les autres aspects de la question, alors la sauce secrète, je pense que c'est des entreprises qui se sont concentrées, en tout cas les derniers succès, sur des usages extrêmement précis, assez verticalisés, qui ont réussi à résoudre des problèmes très précis sans vouloir tout faire. Il y a, il y a une vraie tendance là-dessus. Et du coup, ce sur quoi on est intraitable chez Lifen, c'est ce pendant-là, c'est sur l'usage en fait. Si on développe des fonctionnalités, des produits qui facilitent pas le quotidien des soignants, on n'aide pas le système de soins. Donc, on a beau avoir une efficacité qui est la meilleure possible, s'il n'y a pas d'efficience pour le système de soins, ça sert à rien. Un médecin, il passe aujourd'hui un tiers de son temps sur les charges administratives dans la médecine de ville. Euh, Si en plus on lui en rajoute, ça va pas aider ni les déserts médicaux, ni le reste. Et donc, sur l'usage, ça veut dire être vraiment sur le terrain. OK, mais concrètement, il clique où? Concrètement, il transfère à qui? Comment il accède à la donnée? Comment il se connecte? C'est ça, en fait, qui va faire que les solutions sont utilisées, au-delà de l'aspect avantage thérapeutique et tous les autres. Hyper clair et cette précision de vraiment dans la peau, dans les chaussures en fait des soignants pour bien comprendre où se situent en fait les opportunités d'efficience. C'est hyper clair. Merci beaucoup Guillaume. Marion, peut-être de votre côté, quels sont les éléments qui vous ont marqué récemment? Je vais faire une magnifique transition avec ce que dit Guillaume sur ce qui a fait le succès d'un certain nombre de boîtes récemment. Et je ne vais pas aller très loin en fait. Je vais parler de nos confrères cardiologues qui eux se sont concentrés en fait sur un problème préexistant des cardiologues sur la lecture des électrocardiogrammes et donc face à en fait à des actes qui sont très volumineux et qu'il faut pouvoir faire de manière précise et avec une certaine efficacité pour pouvoir en fait traiter le plus de patients possible dans les temps impartis. Cardiologues a levé une quinzaine de millions d'euros l'année dernière et ils viennent d'être achetés par Philips. Donc pour moi, c'est un peu un premier succès d'exit français en santé digitale. Et je pense que ça montre aussi qu'on est en train d'atteindre une certaine maturité. Alors, pour les premières boîtes qui se sont lancées dans ce secteur, parce que Cardiologue s'est créé en 2014. Et en tout cas, pour Implicity, qui évolue dans le même domaine, à la fois thérapeutique et aussi en termes d'état d'esprit, de régler des problèmes de professionnels de santé pour qu'ils soignent mieux leurs patients, c'est un très beau signal pour l'écosystème. Et en termes de secret sauce, alors nous, chez Implicity, on s'est vraiment focalisé dès les premiers jours de la société sur la qualité. Notre responsable des affaires réglementaires et de la qualité elle fait partie des 5 premiers employés de l'entreprise, elle est toujours là. Elle a permis à l'entreprise d'être certifiée ISO 13485 pour notre management de la qualité, ISO 27001 pour la sécurité de nos systèmes d'information. On est certifié hébergeur de données de santé. On a certifié 4 dispositifs médicaux numériques qui sont marqués CE aujourd'hui. Et puis, on maîtrise parfaitement les notions de RGPD, le consentement patient. C'est vraiment une notion qui est centrale dans l'entreprise. Voilà, on veut développer tous les outils à destination des professionnels de santé et des patients en respectant ces règles, même si elles sont lourdes. Mais pour nous, c'est une marque
ça permet d'acquérir la confiance des professionnels de santé notamment et des patients, bien sûr. Merci beaucoup Marion pour cette réponse complète. Effectivement, en plus dans un secteur où peut-être par rapport à d'autres secteurs, le droit à l'erreur est inexistant, puisqu'effectivement la confiance dont vous parlez des patients et des professionnels de santé est très dure à regagner si il y a une erreur, une faille. Peut-être Nicolas, un rebond sur ce qui a été dit et surtout justement pour cuisiner cette sauce secrète, en quoi la plateforme d'innovation que vous avez présentée peut permettre d'aider et être un atout. C'est quoi sa promesse? Le sujet aujourd'hui, vous l'avez au fond dit au tout début de cet échange, je crois qu'on a un sujet majeur qui est qu'on a besoin de jouer collectif. On voit bien qu'il se passe quelque chose, on voit le nombre considérable de startups qui émergent, il y en a de très jeunes, il y en a de beaucoup plus matures ou mûrs comme Implicity ou comme Lifun. Et au passage, moi je suis assez impressionné et par l'une et par l'autre, Lifun par l'ampleur de l'ambition et la compréhension très fine du fait que le verrou majeur qui va bloquer l'ensemble du système, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que on va vers un système dans lequel il y a un ensemble de solutions, d'outils qui vont devoir communiquer entre eux, avec la médecine de ville, avec l'hôpital, avec l'ensemble des acteurs d'un système de santé qui est déjà naturellement assez fragmenté. Et on a clairement un challenge majeur, c'est d'arriver à faire émerger ces solutions qui nous permettent de déployer et de travailler ensemble. Et puis côté Implicity, vous l'avez dit aussi, moi ce que je trouve extrêmement impressionnant, c'est le fait d'avoir réussi à travers une start-up à déployer des solutions de suivi dans des configurations aussi sensibles que celles du suivi de dispositifs médicaux implantables connectés. On n'est pas sur un registre serviciel classique, on est sur du produit de santé pur et dur, on est sur la sécurité des patients, on est vraiment au cœur du système de santé, et qu'une start-up française ait réussi, comme Implicity, à construire quelque chose qui fait référence aujourd'hui. Je trouve que c'est un signal extrêmement intéressant de ce qu'on peut réussir à faire. Et alors, à partir de ce moment-là, je pars de l'exemple d'Implicity pour dire que l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons du succès d'Implicity, c'est son fondateur, Arnaud Rosier, sous le contrôle de Marion qui rapportera fidèlement mes propos, mais Arnaud, c'est quelqu'un qui est d'abord un docteur, et puis qui est beaucoup plus qu'un docteur, et c'est parce qu'il est un médecin, parce que c'est un cardiologue, qui a exercé dans différents contextes et qui, par ailleurs, a depuis longtemps de l'intérêt pour plein d'autres questions que la cardiologie et la médecine, que la vision de base d'Implicity peut voir le jour. Et donc, si je prends ces deux exemples-là, pour moi, c'est deux très bons exemples qui montrent que la clé du succès demain, elle est dans cette manière de jouer collectif. D'abord, de jouer collectif, start-up, hôpital, université, pour à la fois concevoir l'innovation, accompagner son développement et ensuite la déployer. Ce que nous démontre l'exemple d'Arnaud Rosier, c'est que c'est pas inintéressant quand on conçoit un produit d'avoir une petite idée de ce à quoi il sert, d'être en petite relation directe et immédiate avec ceux qui vont l'utiliser, qui vont apprécier sa pertinence, qui vont parfois exprimer le besoin primaire. Et donc, il y a quelque chose à faire, chacun le sent très bien, dans la construction d'une relation différente entre les soignants en général et puis l'univers des startups qui essaient de construire des réponses, des solutions, des services en direction de l'hôpital et avec ses médecins. Ça, c'est le premier et les soignants en général. Ça, c'est le premier principe fondamental qui inspire le projet qu'on construit à l'Hôtel-Dieu, c'est permettre aux startups et à l'hôpital de travailler différemment ensemble, de travailler autant que faire se peut main dans la main et de travailler ensemble le plus tôt possible. Chacun de nous sait, parce que c'est le cadre réglementaire, c'est la loi et ses principes sont sains, que lorsqu'on en arrive au stade où on essaie de vendre un produit à un hôpital, on est dans un cadre qui est le cadre de l'achat public avec l'ensemble de ces règles que chacun de nous connaît et apprécie, et qu'une fois qu'on est à ce stade-là, on est dans quelque chose qui ne peut, par essence, pas être partenarial, très peu être partenarial. En revanche, on peut beaucoup plus tôt que cela, dans des logiques de R&D partagées ou d'innovation faite ensemble,
travailler ou construire une relation différente en réfléchissant et en travaillant ensemble pour imaginer, développer, évaluer les produits, évaluer les services qui, in fine, vont faciliter la vie aux soignants et améliorer la qualité des soins qui sont proposés aux patients. Donc, premier élément, travailler ensemble main dans la main, de manière différente, en essayant le plus tôt possible de confronter des idées innovantes portées par des startups au regard des soignants et au regard des médecins. Deuxième élément pour jouer collectif, c'est se dire que le défi de la e-santé aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le passage à l'échelle. C'est la capacité à faire basculer l'ensemble de l'univers santé dans un mode de fonctionnement digitalisé qui améliore la qualité des soins, qui améliore le service rendu aux patients et qui nous permet collectivement de continuer à aller de l'avant. Pour faire ça, on n'est plus, je pense, dans une logique où le sujet, ça serait d'avoir une licorne de plus en France. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'ensemble des innovations qui voient le jour, l'ensemble des solutions qui voient le jour, deviennent des pièces compatibles d'un système cohérent qui améliore la qualité des soins et le fonctionnement du système de santé dans son ensemble. Et pour faire ça, il faut faire deux choses. La première, c'est qu'il faut collectivement beaucoup pousser les feux autour de l'interopérabilité. C'est ce que fait l'IFUN de son côté. C'est évidemment ce qui découle de l'ensemble des travaux portés par le gouvernement autour des feuilles de route collectives, des cadres d'interop, etc., etc. C'est un effort majeur. Et puis, il faut travailler et réfléchir collectif dans la construction ou l'émergence des produits. On ne pourra pas durablement, évidemment, vivre avec 5, 10, 15 startups proposant des produits extrêmement proches, pas compatibles entre eux, chacun avec leur interface, chacun avec leur mode de fonctionnement. Ça marchera pas. Ça marchera pas simplement parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ce qui n'est pas totalement certain, mais ça marchera pas parce qu'on va avoir demain un tel foisonnement que ça va étouffer les initiatives des uns et des autres. Et donc, une partie de la vision fondamentale du projet Hôtel-Dieu, c'est d'essayer de faire en sorte que les acteurs de la filière de la e-santé, qui est en train d'émerger et de se structurer, construisent et travaillent ensemble à bâtir une vision partagée de ce qu'est demain l'avenir de cette e-santé, alors dans un champ assez déterminé, qui est celui du suivi à distance des patients. Et cette vision-là, y compris pour chacun apporter leur pierre de l'édifice et essayer de faire émerger des choses qui puissent, autant que faire se peut, faire référence en les ayant travaillé ensemble, construites ensemble et en les déployant ensemble. Et ça donne quoi? Ça donne l'IFUN qui apporte évidemment une couche d'interop majeure avec la plateforme que l'IFUN construit. Ça donne Nouvéal comme une forme de portail ou d'interface potentiellement universelle qui permet de ne pas avoir 23 environnements pour les médecins et les services de soins à la PHP ou ailleurs, et d'avoir quelque chose qui crée une forme de cadre ou d'espace dans lequel on peut développer du suivi à distance de patients. Et puis, ça donne un travail avec des acteurs qui, comme Implicity, Nabla, vont essayer de travailler ou de porter des choses dans des secteurs déterminés, donc des acteurs verticaux. Ça donne une capacité à approfondir et à accélérer encore le déploiement du modèle et à permettre à Implicity aujourd'hui d'envisager d'étendre encore le périmètre de ce qui est fait par la startup. Donc, ce message, c'est vraiment celui de dire qu'il faut jouer collectif. C'est le moment d'avoir des lieux, des espaces, des dynamiques qui permettent de jouer collectif. On a besoin de ça. Ça veut dire pour l'hôpital faire de ce sujet du travail avec les startups, avec l'environnement économique, un sujet à part entière. C'est le cas, c'est ce que traduit l'innovation, ce que traduit le projet Hôtel-Dieu. Et ça veut dire aussi pour l'ensemble de l'écosystème, sortir de stratégies où chacun essaie péniblement de trouver sa route à des stratégies où on essaie de trouver ensemble des voies de passage pour faire avancer et progresser le collectif dans son ensemble. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très clair et très complet. Et sur cette question justement de faire que la verticalisation de ces différentes solutions, ces différentes startups soient vertueuses et que chacun s'entraide, j'aimerais vous faire réagir justement, Guillaume et Marie, parce que initialement la question que je souhaitais vous poser était une question d'un point de vue extérieur. On pourrait se dire que certaines startups de
de santé en France sont concurrentes. Et en fait, j'ai envie de changer un peu la question et plutôt de vous dire comment l'IFEN et Implicity, vous collaborez, comment ça fonctionne, comment justement dans ce dispositif, cette plateforme d'innovation Hôtel Dieu, vous avez commencé à travailler ensemble et quel est l'intérêt que vous y trouvez. Marion, peut-être. Aujourd'hui, par exemple, pour Implicity, en France, pour développer nos solutions et répondre à des besoins d'interopérabilité des hôpitaux français, on doit développer des projets ad hoc à chaque fois. C'est-à-dire que on engage une discussion avec la DSI de l'hôpital. C'est long, c'est pas tout le temps les mêmes discussions, pas toujours les mêmes problèmes qui doivent être adressés. Les infrastructures sont pas les mêmes, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors même que c'est pas notre métier d'origine de faire l'interopérabilité. Nous, notre ambition, c'est de déployer le plus possible et de favoriser le passage à l'échelle de la télésurveillance médicale en cardiologie. Et donc, pour ça, il y a une formidable complémentarité avec l'IFEN. C'est-à-dire s'il y a un acteur qui peut justement s'occuper de la partie tuyauterie, entre guillemets, et de nous aider à avoir accès à ces données, à faciliter, on va dire, les flux de données entre les systèmes d'information hospitaliers et les applicatifs de santé, c'est génial. Donc, ça nous permet d'éviter justement tous ces projets ad hoc, d'harmoniser, d'uniformiser et d'avoir une sorte de plateforme un peu plug and play sur laquelle on peut se reposer et où on peut se concentrer du coup sur notre valeur ajoutée qui est une expertise médicale, métier, dans les parcours de soins en cardiologie. Hyper clair. Merci beaucoup, Marion. Guillaume, je vous ai vu sourire. Une réaction? Oui, déjà, ça a été extrêmement bien, extrêmement bien résumé. Et en fait, le mot tuyauterie, je souriais, mais il n'est pas, c'est pas un mauvais mot, hein, en fait, dans le sens où le point le plus important aujourd'hui pour que l'innovation en santé, notamment en santé digitale, tienne ses promesses. Au-delà, effectivement, de tous les efforts gouvernementaux qui ont été mentionnés par Nicolas, et honnêtement, on a énormément de chance. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, hein, mais ce que font l'ANS, la DNS en France, il n'y a pas d'équivalent en Europe, hein. Le succès de la MS Santé, les projets Ma Santé 2022 sont en train d'ouvrir des portes. Et je peux vous le dire, hein, on travaille avec les Allemands, avec la Grande-Bretagne. Ils y sont pas. La MS Santé, ça n'existe pas en Allemagne. Donc, on peut quand même se féliciter au moins d'avoir cette dynamique parce que sans stratégie forte de l'État, par exemple, sans obliger les acteurs à utiliser FHIR comme langage commun, toutes les actions individuelles, y compris celles de l'IFEN ou des autres startups, se heurteraient à des mots. Fin de la parenthèse. Après, sur effectivement la partie collaboration, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui ont une valeur ajoutée thérapeutique, mais qui n'ont pas d'accès au marché parce que soit elles sont engluées justement dans les problématiques évoquées Marion, c'est-à-dire dans les problématiques d'interopérabilité. À chaque nouveau client, on doit faire un projet d'interop où on va chercher la data, c'est un nouvel acteur qui la provide, il faut tout reconstruire. Donc si votre valeur ajoutée, elle est clinique, vous ne pouvez pas faire de tuyauterie. En tout cas, c'est un autre savoir-faire avec des compétences qui sont extrêmement rares sur le marché. Et donc, on a besoin d'avoir d'un côté l'État et de l'autre côté des acteurs privés, et je dis bien des acteurs privés qui facilitent l'accès à cette donnée. Et le but, c'est pas justement d'être hégémonique. Le but, en tout cas, la philosophie chez l'IFEN, c'est justement de se dire, en fait, on évangélise tout le marché pour que le langage commun soit du FHIR,
pour que tous les développements qui soient faits par les startups, les hôpitaux ou toutes les autres entités puissent être réutilisables sur les autres projets. Donc, typiquement, chez nous aujourd'hui, évidemment, on essaie de construire la plateforme qui va permettre de pousser de la donnée auprès des acteurs du soin. Mais le but, c'est pas justement de les rendre prisonniers de cette plateforme. Le but, c'est de leur dire, en fait, si vous venez chez nous, ça veut dire que vous êtes compatible avec Fire, on vous aide à augmenter vos niveaux d'interopérabilité, même vos niveaux de sécurité parfois, parce qu'on a des exigences très hautes d'intégration. Donc, typiquement, une entreprise qui ne serait pas dans l'espace de confiance MS Santé, en intégrant la plateforme eFund, elle va pouvoir bénéficier du fait que nous, on soit sur cette espace de confiance. Mais l'énorme différence avec ce qui s'est passé dans un passé quand même relativement proche, c'est que notre philosophie, c'est de dire la valeur ajoutée qu'on propose, elle est dans le service, elle est dans la facilité d'accès à une information sécurisée et donc elle est dans l'usage. Donc ça veut dire des API standardisées qui sont plug and play pour des développeurs des applications de santé digitale ou pour des grands groupes, pour des assureurs. On ne se ferme pas de porte. Mais si jamais une autre entreprise a une valeur ajoutée sur un autre aspect de la génération de la donnée de santé, elles peuvent prendre ce travail en Fire et aller plugger chez quelqu'un d'autre. Et donc, déjà, pour reprendre les mots de Nicolas, il y a un vrai besoin effectivement de collaboration entre les acteurs. C'est le slogan de l'eFund, c'est soigner ensemble. Pour vous dire quand même qu'on est bien dans cette philosophie. Et soigner ensemble, c'est pas créer des hégémonies à différents points de l'écosystème de santé. Soigner ensemble, c'est vraiment permettre que le goulot d'étranglement demain, ce soit plus l'accès à la donnée, ce soit la qualité des innovations pour chaque parcours de soins. Et du coup, c'est normal qu'on assiste à une verticalisation des solutions de e-santé parce que justement, les problèmes sont très précis. On ne traite pas la cardio de la même manière qu'on traite la cancéro, qu'on traite même de l'ambulatoire, de la préadmission, etc. Donc, on peut espérer, avec la politique du gouvernement, avec le développement de plateformes de partage de données, que demain, on ait justement un foisonnement d'innovation, mais dont l'accès au marché n'est plus un problème. Et donc, les questions que vont se poser les soignants, c'est plutôt quelle est la meilleure solution qui correspond à mon besoin précis. Au même titre qu'aujourd'hui, normalement, dans n'importe quelle industrie, vous avez en général des myriades de solutions pour des problèmes similaires. Et à chaque individu d'aller choisir celle qui correspond le plus à ses besoins. Et en fait, c'est cet état de marché auquel on veut arriver. Merci beaucoup, Guillaume. Et cette question aussi de l'accès au marché que vous venez de mentionner, on va y revenir parce qu'il y a plusieurs enjeux qu'on n'a pas encore mentionnés qui sont la diversité des acteurs. On a parlé de plusieurs acteurs, certains dont on n'a pas parlé. Je vais y revenir juste après, mais je pense que Nicolas, vous souhaitiez rebondir succinctement sur ce qui a été dit juste avant. Peut-être juste pour dire deux choses. D'une part, répondre ou compléter la réponse à la question que vous aviez posée. Qu'est-ce qu'on fait ensemble Hôtel-Dieu aujourd'hui, c'est trois choses. C'est un démonstrateur qui a un projet à 5 entreprises, l'eFund, Nouvéal, Implicity, Nabla, et j'en oublie une. Merci. Qui est un projet où on essaie de réfléchir ensemble à la manière dont les produits de chacune des entreprises ont évolué dans une vision de ce qu'est demain, la meilleure, ce qu'est demain le soin digital. Comment on construit des plateformes ou un ensemble de plateformes cohérentes entre elles qui permettent de mieux prendre en charge à distance les patients, d'élargir le registre des choses qu'on sait faire avec eux médicalement et comment on augmente comme ça la qualité globale du soin et de la relation avec les patients. Et donc, quand on travaille autour de ça avec Marion, avec Guillaume et l'ensemble de l'équipe de l'eFund, avec Nouvéal et les autres, on est en permanence en train de réfléchir à comment chacun apporte des briques d'éléments ou de solutions qui permettent de construire ou de faire émerger cette gamme de capacités d'interaction avec des patients et de suivi. Ça nous oblige à partager une vision de ce à quoi tout ça va ressembler, à la manière dont les médecins, évidemment, s'emparent de ces outils, de leurs besoins, et de comment on fait, au fond, on construit quelque chose qui est la manière la plus avancée de répondre à cet ensemble de besoins-là. Et ce travail-là, il est indispensable, parce qu'aujourd'hui,
chaque startup qui réfléchit à ces questions, réfléchit en guillemets dans son coin, essaie de bout en bout de la chaîne de répliquer les mêmes étapes, de l'enrôlement jusqu'à que sais-je, et chacun est là à passer du temps sur les mêmes sujets et parfois avec assez peu de temps, comme le disait très bien Marion, pour se concentrer sur son cœur de métier ou sa valeur ajoutée. La force d'un Implicity, c'est d'être quelque chose qui est pensé en profondeur autour du suivi des patients dans le domaine de la cardio. Et c'est pas la même chose, ça a été dit, que de suivre un patient diabétique ou que suivre quelqu'un qui va être en préadmission, en post-admission hospitalière ou qui suit une chimio. C'est pas les mêmes sujets. Et en même temps, derrière, il y a besoin d'infrastructures communes, il y a besoin de gamme d'outils, et on gagne collectivement à identifier ces besoins transversaux, construire des solutions qui permettent de le faire de la meilleure manière possible et permettre derrière à des acteurs verticaux assis sur une expertise, une vision très profonde sur telle ou telle spécialité, d'aller déployer des choses qui marchent dans leur domaine en mettant à profit leur savoir-faire. C'est le premier commentaire. Mon deuxième commentaire est de dire la fragmentation, elle est double. Marion a très bien dit, c'est un enfer sur Terre pour chaque start-up aujourd'hui d'aller s'interfacer avec chaque hôpital, chaque CH. Mais de l'autre côté, vu de l'hôpital, l'enfer, il est redoublé. Parce que l'hôpital, et alors a fortiori un hôpital qui a la taille de la PHP et qui en fait sont 39 hôpitaux, il est pris d'assaut par des startups et des solutions qui travaillent chacune avec tel service sur telle spécialité et qui toutes, évidemment, souhaitent, et c'est bien normal, essayer de se connecter à la PHP ou ici de la PHP pour pouvoir faire des choses. Et donc cette fragmentation aujourd'hui, elle bloque à la fois les startups et à la fois les hôpitaux. Parce que demain, par ailleurs, on ne pourra pas, encore une fois, on ne peut pas avoir 39 interfaces différentes. On sait tous, enfin, c'est un point de départ qu'on rencontre tous en permanence, il n'y a rien de plus insupportable pour, en guillemets, un utilisateur ici que de devoir passer d'un environnement à un autre. Bien sûr, ça existe, mais voilà, un univers dans lequel il y aurait 25 environnements différents est un univers qui ne marche pas. C'est une évidence. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut qu'on soit capable de travailler et d'avancer collectivement. Ça veut dire aujourd'hui, pour nous, à l'Hôtel-Dieu, travailler avec les 5 startups que j'ai évoquées. Ça veut dire être capable de mettre en place une plateforme d'innovation ouverte qui nous permette, à nous, à PHP, de travailler avec ces startups-là, mais aussi toutes celles qui viendront frapper à notre porte, et d'essayer d'installer une réflexion collective sur l'avenir de la filière, son mode de fonctionnement, l'opposition de chacun et les modèles économiques. Parce que par ailleurs, on n'a pas évoqué ce point-là, mais c'est évidemment un point central. Dans un univers archi-fragmenté où chacun fait plus ou moins la même chose, il n'y a pas de modèle économique pour chacun. Donc il faut qu'on puisse collectivement bien construire la chaîne de valeur d'ensemble, comprendre comment chacun se positionne, comment chacun rend le meilleur service à l'ensemble de l'écosystème pour qu'à la fin, le patient soit évidemment suivi de la meilleure des manières. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, et je rebondis justement sur ce dernier point avec une première question. On a 2 questions de l'audience auxquelles j'aimerais qu'on réponde dans le temps qui nous reste. La première est autour justement d'autres acteurs qu'on n'a pas mentionnés, comme les laboratoires pharmaceutiques. Alors je prends un exemple d'un dispositif, il y en a plein, mais l'été dernier se lançait Future for Care, porté par Sanofi, Capgemini, Generali, Orange. Alors c'est une autre démarche, une autre initiative. En fait, la question que j'ai un peu envie de vous poser dans tout ce qu'on a dit là, évidemment les startups, les systèmes de santé, on l'a explicité, mais les laboratoires aussi, d'autres acteurs aussi. Quelle est un peu la place de ces acteurs-là dans le dispositif dont vous venez de parler, Nicolas? Marion, Guillaume, n'hésitez pas à rebondir. Et ensuite, je vous poserai peut-être une dernière question un peu plus globale. Mais Nicolas, peut-être un commentaire. Quelle est la place aujourd'hui de ces acteurs économiques? Alors, je vais rentrer dans le sujet de manière un peu différente, mais peut-être pour se dire la chose suivante. On constate les uns et les autres qu'il se passe quelque chose. Je crois que c'est... Voilà. Et je pense que Marion, Guillaume peuvent en témoigner, l'ensemble des personnes qui sont connectées aussi. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose aussi parce qu'il y a une stratégie publique dans le domaine, Guillaume l'a rappelé, parce qu'on est en train de voir émerger une deuxième étape de cette stratégie avec des stratégies d'accélération autour de la santé numérique, de grands projets, une impulsion politique extrêmement forte. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Ça se traduit notamment par l'émergence à l'échelle francilienne. Par ailleurs, l'Île-de-France n'est pas l'ensemble de la France, mais à l'échelle francilienne, de plusieurs projets qui sont très structurants
et qui sont, à mon sens, extrêmement complémentaires. Spontanément, j'en vois trois. Le premier, c'est évidemment le projet lancé par le président de la République autour du Val-de-Grâce, dans la logique Paris Santé Campus, qui est en train d'ouvrir à Issy-les-Moulineaux, et qui est un projet qui a une ambition scientifique extrêmement forte, avec un portage politique extrêmement fort. À Paris Santé Campus demain, vous avez à la fois de grands organismes de recherche, des forces scientifiques qui sont assez significatives, de grandes bases de données, et du coup un environnement qui apporte de la puissance de feu académique et à un niveau comme la France peut en proposer. Parce qu'en matière d'IA, en matière de mathématiques appliquées à d'autres choses, on a des atouts français qui sont évidents. Et à Paris Santé Campus, par ailleurs, il y aura un grand hôtel d'entreprise qui apporte des choses au paysage. Donc, il y a cette première brique-là, c'est la puissance de feu scientifique, qui est une des forces objectives de la France. Il y a un deuxième projet qui est le projet Future for Care, qui est dans le 13e, qui est porté, construit par 4 grandes entreprises, Capgemini, Orange, Generali, il manque toujours la 4e, mais voilà, par 4 grandes entreprises qui un peu dans le même, enfin, qui font le même constat que celui qu'on fait tous, à savoir celui d'un bouillonnement et du fait que, sans aucun doute, une partie des solutions qui demain vont rendre des services aux patients, créer de la valeur, améliorer le fonctionnement de la santé sont portés par des startups. Ils font le constat aussi que des startups matures ont besoin d'avoir une relation construite et travaillée avec les grands acteurs qu'ils sont. Voilà. Et donc, les forces des grandes entreprises de l'écosystème industriels français sont en train de s'unir pour essayer de la même manière d'accompagner les startups et d'accélérer le pas. Et puis, il y a un troisième projet qui est l'Hôtel-Dieu. Et l'Hôtel-Dieu, c'est l'hôpital, c'est le plus grand CHU d'Europe et la PHP quand même, qui lui-même, faisant ce même constat-là, essaie de revoir sa manière de travailler avec les startups en ayant, par ailleurs, en proposant une petite offre d'incubation opérée par un acteur renommé à l'échelle internationale qui est Bionapps, et en essayant de construire autour de ça un environnement, des services, une manière de travailler différente avec les startups. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il est évident que ces 3 projets-là peuvent et doivent travailler ensemble. Et en fait, s'ils travaillent ensemble, et on a commencé à le faire, on est en train de travailler les uns avec les autres, on va se retrouver demain avec quoi? On va se retrouver demain avec à Paris, sur 3 sites, le meilleur de la recherche française, les grandes entreprises du pays et un CHU ou un centre hospitalo-universitaire de renommée internationale. Et par ailleurs, il n'y a pas que dans le monde, bien sûr, mais qui vont, chacun dans leur registre, apporter aux startups qui émergent une gamme d'offres, de services et de solutions qui vont pouvoir les aider à grandir. Au passage, elles ne feront que les aider à grandir. C'est-à-dire que le mouvement original, il va venir d'abord de ceux qui portent les projets, de ceux qui sont à l'origine de ces entreprises. Mais on va construire, on va donner à ces entreprises-là une capacité beaucoup plus simple d'accéder aux technos et à la science, côté Val-de-Grâce, et notamment pour toutes les startups de type tech, c'est intéressant, d'accéder pour les startups beaucoup plus matures à une relation construite avec de grands donneurs d'ordre ou de grands comptes, c'est intéressant. Et puis, y compris en termes de puissance de feu commercial. Et puis, tout au long de leur histoire, de travailler de manière différente avec l'écosystème hospitalier, avec l'expertise médicale et soignante, qui est précisément celle qui va à la fois de la conception initiale du produit jusqu'au moment où il va falloir le tester, l'expérimenter, le déployer dans l'environnement hospitalier, l'évaluer, parce que cette clé-là va être majeure, y compris pour le déblocage de financement public éventuel de solutions. Donc, qui va pouvoir trouver dans la relation avec l'hôpital voilà, un élément supplémentaire qui lui permet d'avancer. Donc, moi, mon message, il est de dire, aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Je crois qu'on est assez profondément alignés sur l'idée que les initiatives sont totalement complémentaires et qu'à la fin des fins, ça traduit un engagement des uns et des autres pour essayer d'accélérer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, en réalité, créer l'écosystème le plus favorable où chacun peut trouver les ressources dont il a besoin. Et donc, on n'est pas dans une logique de concurrence. Bien sûr qu'il y a évidemment des personnes pour s'interroger ou parfois essayer d'opposer les uns aux autres. Mais en vérité, dans ce qui est en train de se passer, non seulement il y a de l'espace pour tout le monde, mais surtout il y a
on a besoin collectivement d'avancer. Et en tout cas, nous, c'est la vision qu'on porte à la PHP. Et au fond, on la porte pourquoi? Parce qu'à la fin des fins, pour nous, c'est pas une question théorique. C'est-à-dire, c'est dans ce débat-là, nous, la question, c'est à la fin, c'est de savoir si on est capable au quotidien d'effectivement déployer ces produits au bénéfice des patients et évidemment dans les meilleures conditions pour les soignants. Donc cette question-là, on ne peut pas l'aborder de manière théorique. C'est d'abord une question d'efficacité globale. Merci beaucoup, Nicolas. Et peut-être Guillaume et Marion, pour conclure, d'abord un petit rebond sur cette question et ensuite une dernière question pour vous qui nous a été posée par l'audience. Justement, on a beaucoup parlé d'usage et de confort des professionnels de santé, des soignants. Comment demain on peut mesurer cette efficience pour eux? Est-ce que demain on aura des standards comme on a des standards pour mesurer le bénéfice patient, on aura des standards pour mesurer le bénéfice des professionnels de santé? Guillaume, Marion, peut-être une dernière réaction dans le temps qui nous reste. Sur les standards pour mesurer, pour avoir des indicateurs de qualité, alors ça commence à rentrer dans les recommandations des sociétés savantes internationales. Par exemple, pour les recommandations sur l'insuffisance cardiaque en 2021, les sociétés savantes préconisent le suivi d'indicateurs de qualité de vie du patient et des indicateurs de qualité des services hospitaliers aussi. Et les autorités de santé travaillent aussi, utilisent déjà évidemment des standards de patient reported outcomes et travaillent sur l'adaptation en fait de ces standards à des solutions digitales. Donc ça fait partie des travaux qui sont en cours, qui ont déjà été menés, qui doivent être adaptés, qui sont en cours. Claire, merci. Marion, Guillaume, un commentaire sur ces deux questions? Non, pas de non, c'est ce qui a été dit était très complet. Non, je rebondis juste sur ce qui a été dit sur la partie collaboration des acteurs. C'est assez flagrant. On entend souvent la question de l'aspect de la concurrence, etc. Les gens se rendent pas compte que le marché de la e-santé, que ce soit en termes commercial, d'usage, sur plein d'aspects, il en est à ses tout débuts. On n'est même pas au début de la vague. Et donc, on devrait se féliciter que justement, il y ait tant de force, tant d'énergie qui soit mis dedans parce que à terme, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'apport pour les soignants ou les patients, que ce soit au niveau même des business models. On l'a vu récemment avec l'annonce du ministre de la Santé et le remboursement de la télésurveillance. Il y a des business models qui vont se créer et qui vont créer des marchés du jour au lendemain. Le remboursement de la télésurveillance, ça va permettre justement à des entreprises d'avoir des modèles de financement pérennes qui puissent justement continuer à innover. Donc, il faut se féliciter qu'on ait une multiplication de ces acteurs, de ces initiatives. J'espère, honnêtement, le jour où on devra se poser la question de la consolidation du marché de la e-santé, ça veut dire qu'on aura réussi notre mission. Et franchement, on n'y est pas. Donc tant mieux. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. C'était des échanges passionnants. Merci à celles et ceux qui ont aussi posé des questions dans l'audience. J'espère que les réponses étaient satisfaisantes pour vous. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Évidemment, le replay vous sera envoyé. Encore un grand merci à Guillaume, Marion et Nicolas de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous et on vous souhaite tout le meilleur à tous les trois dans ce jeu collectif et on espère entendre plein de bonnes nouvelles dans les prochains mois et sur vos collaborations. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Pierre. Au revoir.